Vous êtes juif? Oui. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une heure de programme proposé par le Fonds social juif unifié, l'appel unifié juif de France. L'émission s'appelle Ça change tout, c'est un magazine de culture et d'identité juive. Derrière la table de mixage, Olivier Lovero. Derrière la console de diffusion, Marie, c'est Xavier Nataf qui est au micro pour aujourd'hui. Un magazine qui abordera par exemple dans quelques minutes le rapport annuel sur l'antisémitisme. Il est proposé par le service de protection de la communauté juive. Pour analyser les chiffres de cette année, nous parlerons avec sa directrice générale. Comme vous le savez, chaque année, en cette période de début d'année, l'appel unifié juif de France propose son gala d'ouverture de l'AUJF. Claude Loufrani, le président régional, sera avec nous au micro. Après les titres des informations en deuxième partie, autour de 19h05, eh bien nous retrouverons Frédéric Ancel. Il est politologue, nous le recevrons bientôt à Marseille dans le cadre de l'appel unifié juif de France. Nous aurons une correspondance avec lui. Enfin, cette semaine sur les écrans, sur un film passionnant, il s'appelle Pitchy Boy. Son réalisateur Charles Najman nous expliquera qu'est-ce qu'il a voulu faire avec cette nouvelle œuvre. Un magazine donc plein de paroles et aussi de musique, par exemple cette étrange Hatikva, hymne israélien en français. Demain finira. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort. En silence, résister, sois fort. Une étoile dira le retour de tes rêves, des anciens beaux jours. Et ta peine alors sera peine, car le monde chantera l'amour. Garde l'espérance, un autre temps viendra, et la chance demain sourira. Tali, vous êtes la directrice générale du service de protection de la communauté juive en France. Le SPCJ vient de publier le rapport sur l'antisémitisme en France pour l'année écoulée, avec des chiffres particulièrement inquiétants. Absolument. Les chiffres du nombre d'actes antisémites commis en France en 2014 font apparaître une augmentation de 101% du nombre d'actes antisémites commis et de 130% pour ce qui concerne les actes violents. Donc ce sont effectivement des chiffres qui démontrent une année très forte en matière d'antisémitisme. D'ailleurs, que ce soit du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de décembre, toute l'année a été émaillée de ces actes, de ces violences de nature antisémite. Et si les chiffres ont doublé de 2013 à 2014, ils avaient déjà doublé de 2012 à 2013 ? Non, de 2012 à 2013, il y avait eu une certaine baisse du nombre d'actes antisémites, mais une baisse que nous avons estimée ne pas être suffisante. Pourquoi ? Parce qu'il faut se rappeler que l'année 2012 avait été une année extrêmement violente en matière d'actes antisémites. La France et la communauté juive de France avaient connu 2 attentats en moins de 6 mois.
Le premier, c'était le 19 mars 2012 à Toulouse. Il y avait eu 4 morts, 3 enfants en bas âge et le père de 2 d'entre eux à l'école au Zaratora à Toulouse. Et 6 mois après, le 19 septembre 2012, il y avait eu un attentat contre une épicerie cachère à Sarcelles, qui les premiers jours avait été qualifié notamment par les journalistes comme une attaque avec une grenade à plâtre. Mais très vite, l'enquête avait permis de démanteler une cellule terroriste qui s'est appelée la cellule Cantorsi, qui est une cellule composée d'une quinzaine de terroristes présumés responsables de cette attaque, de gens assez déterminés. Et donc, il s'agissait vraiment, en tant que tel, d'un attentat antisémite à ce moment-là. Donc, c'était l'année 2012, une année très élevée, également en termes de nombre d'actes antisémites, ce qui fait que on s'attendait quand même en 2013 à une baisse beaucoup plus conséquente que celle qu'on a pu observer. En tout cas, une courbe ces dernières années qui est absolument inquiétante et dont on remarque d'ailleurs que le nombre d'actes racistes et antisémites j'allais dire, sont essentiellement tournés vers la communauté juive. Enfin, au fond, la communauté juive ne représente que 1% de la population française, alors qu'elle fait l'objet de quasiment 50% des actes contre elle. Absolument, c'est une vraie préoccupation et il y a des vraies leçons à tirer de ce constat-là. Le premier point, c'est que 51% des actes racistes commis en France sont des actes commis contre des juifs. Pour ce qui concerne les actions violentes, la proportion grimpe jusqu'à 61%. 61% des actions violentes racistes commises en France sont antisémites. Ce qu'il faut également regarder, c'est quelle est l'évolution des actes racistes en France. Les actes racistes en France ont augmenté en 2014 comparativement à 2013 de 30%. Or, ces 30%-là sont entièrement constitués par l'augmentation des actes antisémites. Puisque si on exclut des actes racistes les actes antisémites, on se rend compte que les actes racistes en France ont reculé de 5 points comparativement à 2013. Donc l'enseignement, c'est quoi? C'est qu'alors même que le racisme hors antisémitisme recule en 2014 comparativement à 2013, les actes antisémites, eux, ont doublé. Cela veut bien dire, ce que l'on dit depuis plusieurs années, c'est que l'antisémitisme ne pourra pas être endigué au travers des programmes antiracistes classiques. Il faut comprendre que l'antisémitisme, c'est une problématique, une mécanique qui a ses propres fonctionnements, ses propres ressorts, et qu'il faut le traiter comme tel, de façon adaptée, pour pouvoir espérer obtenir un recul également concernant l'antisémitisme. Tous les chiffres dont on parle sont les chiffres qui sont corroborés par les dépôts de plaintes, dans le travail avec les autorités publiques et notamment le ministère de l'Intérieur. Absolument. Si on dit quelques mots en matière de méthodologie, tous les actes que je viens d'évoquer, le recensement des actes racistes est un recensement qui est fait par le ministère de l'Intérieur. Et pour ce qui concerne le recensement des actes antisémites, c'est un recensement qui est fait en coopération entre le ministère de l'Intérieur et le SPCJ. Les chiffres évoqués, les statistiques publiées dans le rapport pour l'année 2014 comme pour les autres années, tient compte du nombre d'actes antisémites ayant fait l'objet d'une plainte ou d'une main courante pour laquelle la nature antisémite a été reconnue par les forces de police ou de gendarmerie. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une mesure exacte du nombre d'actes antisémites commis en France, mais cela permet quand même de standardiser les mesures et de pouvoir en dégager un certain nombre de tendances et d'enseignements au travers de l'étude de ces tendances-là. Mais les chiffres présentés sont bien en deçà du nombre d'actes antisémites commis en réalité. Oui, vous abordez là une question importante, Thalie, c'est que il y a les chiffres le plus objectifs possible, même si il y a la réserve que vous venez d'évoquer, il y a aussi le sentiment, et évidemment l'actualité de ces dernières semaines le renforce encore. Pourtant, régulièrement, le SPCJ dit il y a de plus en plus d'actes antisémites, mais la France n'est pas un pays antisémite. La France n'est pas un pays antisémite, absolument. Je crois que c'est quelque chose que l'on peut dire. Toutefois, il y a une minorité
de personnes qui développaient des idées antisémites et qui aujourd'hui sont vraiment à un stade de l'exprimer au travers de la violence et notamment au travers du terrorisme. Ce qui est très spécifique quand on s'intéresse à l'antisémitisme, c'est le nombre d'actes violents, le passage à l'acte et depuis quelques années le terrorisme sur ce terreau antisémite. Il y a énormément de minorités qui doivent faire face à un certain nombre de préjugés, à un certain nombre de discriminations. Je pense à des discriminations à l'embauche, des discriminations à l'emploi, etc., etc. Ce qui est vraiment spécifique dans l'antisémitisme, c'est que bien qu'il y ait quelques situations de discrimination de cette nature-là, c'est que la communauté juive, elle, doit faire face à un niveau de violence très élevé et un niveau d'attaque régulier et, encore une fois, cette situation de terrorisme qui touche particulièrement la communauté juive de France. Et alors vous, Tali, qui dirigez le service de protection de la communauté juive, qui accompagne la vie juive au quotidien à travers les offices, grâce à des centaines de bénévoles à travers la France. En même temps, c'est vous qui portez probablement le message d'espoir le plus grand en disant « mais la vie juive doit continuer ». Alors absolument, ce sont pas des messages d'alerte que sont les messages du SPCJ. Quand nous rencontrons ces bénévoles que vous évoquez, c'est-à-dire des personnes qui sont des fidèles de synagogue, des parents d'élèves dans telle ou telle école, qui veulent participer à la protection de leurs enfants, ou des fidèles qui veulent voir leur famille prier tranquillement dans les synagogues, ce qu'on souhaite avant tout, c'est de ne surtout pas véhiculer un message de peur, mais plutôt un message de responsabilisation, un message de prise en compte de la menace, mais qui doit s'accompagner d'un rôle individuel à jouer en matière de sécurité et d'un rôle collectif à jouer en matière de sécurité. Ne pas se reposer sur le SPCJ, sur la police, pour ce qui va concerner la sécurité des individus. C'est comprendre que individuellement, chacun doit y jouer un rôle et doit y jouer un rôle actif. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses à apprendre, il y a un certain nombre de principes, de règles, de réflexes qui doivent être intégrés aujourd'hui dans la vie de chacun des Juifs qui souhaitent vivre librement son judaïsme à sa manière, sans vivre dans cette peur, justement. Merci Tali. Merci. What money can buy.
la-du-di, dites-moi vous comprenez ça. Rhythm running through my feet, I'm addicted to the beat. I'm playing round and round and round. I love it, yes I love it. Jump, drive it, let me have it. Balboa, anyway, while I swing it till you gotta get that rhythm in your soul. J'ai du rythme, j'ai de la musique, j'ai de ma chérie, tell me who could ask for anything more. J'ai the daisies on green pastures, j'ai ma chérie, tell me who could ask for any more. Old man trouble, I don't mind him, you won't find him hanging around my door. I got style, I got sweet dreams, I got everything and more. I got my man, I got rhythm, I got music. Old man trouble, I don't mind him. I got my man who could ask for anything more. Who could ask for anything more? Claude Loufrani, vous êtes le président régional de l'appel unifié juif de France qui, traditionnellement, commence en ce début d'année civile par son gala d'ouverture de campagne. Cette année, c'est le 11 février. Oui, tout à fait. Le mercredi 11 février à 19h30 au Château des Fleurs, on a maintenu notre gala annuel avec des invités très connus. Frédéric Ancel, que tout le monde connaît, et Annette Lévy-Villard. Le débat sera animé par Paul-Henriette Lévy, qui est directrice d'antenne de RCJ. Voilà, donc c'est une soirée à la fois de réflexion autour du thème « Heureux comme juif en France ». Je ne sais pas si j'ai bien mis l'intonation, parce que ça se termine par un point d'interrogation. Et ensuite, il y aura un grand concert de musique gypsy avec des chanteurs et des joueurs de guitare qui sont originaires de Camargue, que tout le monde connaît bien à la radio et à la télé. Alors Claude Loufrani, il ne s'agit pas d'une énième conférence et réflexion sur la situation, mais bien d'une soirée de gala, soirée de collecte, la collecte de l'appel unifié juif de France qui, évidemment, s'investit toute l'année pour investir dans les programmes en France et en Israël. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, la UJF est la seule grande institution qui soutient à la fois les Juifs de France dans le besoin et les Juifs d'Israël dans le besoin. Autant dire qu'en France, par le biais du Fonds social juif unifié, nous soutenons, mais tout le monde le sait, je le rappelle encore une fois, les écoles juives, les maisons de retraite, les associations de jeunes. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est le vivier de la communauté juive de demain. Et en Israël, directement sur le terrain, les très grandes associations qui sont auprès des personnes les plus déshéritées et qui vont les aider, non seulement les aider journellement, mais en même temps qui vont les aider à sortir de leur situation difficile pour réintégrer la vie sociale, c'est-à-dire pour les resocialiser. Voilà un des grands buts, et c'est ce but, on va dire, de solidarité qui fait la caractéristique et l'originalité de la UJF. Claude Loufrani, on le sait, un grand nombre de donateurs envoient leurs chèques, payent par Internet, tout au long de l'année et très régulièrement, et je profite de dire qu'on les en remercie, mais en tant que président de l'appel unifié de notre région, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important de venir ce jour-là ? Eh bien, c'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est que les donateurs, les militants, les sympathisants de la UJF, en venant, manifestent leur soutien à la UJF qui est toujours sur le terrain. Je vous rappelle que la UJF, vous le savez très bien, est constituée de bénévoles, de gens qui sont totalement investis sur le terrain
et qu'ils le font en prenant sur leur temps de libre. Mais le bénévole, je crois, c'est vraiment une définition particulière. Le bénévole ne prend pas son temps sur son temps libre, mais c'est pour lui un engagement qui dépasse la notion de temps libre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le PAF est de 60 € pour une personne seule et 100 € pour un couple. Voilà, cela permet aussi à la UJF non pas de faire des bénéfices parce que on n'est pas là pour ça, mais ça permet aussi de couvrir les frais et volontairement on le fait dans une salle en plein cœur de ville, au Château des Fleurs où tout le monde peut venir quasiment à pied en métro où on peut se garer facilement puisqu'il y a un parking à côté. Ça c'est la deuxième raison. Puis la troisième raison, je crois que il faut venir nombreux pour aussi soutenir l'action des bénévoles, l'action du président, soutenir les orateurs qui vont venir eux aussi et qui vont parler des valeurs juives et qui vont traiter d'un sujet, je dirais aujourd'hui, qui intéresse tout le monde, l'avenir des Juifs de France. Voilà les trois raisons. Un bon plateau à la fois politique et un bon plateau musical. Et puis aussi probablement la nécessité de se retrouver, d'être ensemble et de partager une expérience commune en ces périodes aussi difficiles. Donc le rendez-vous est pris pour le mercredi 11 février à partir de 19h30. Vous l'avez dit, c'est au Château des Fleurs, vraiment tout près du rond-point du Prado. La participation aux frais de 60 € pour une personne seule, 100 pour un couple. Dernière question, Monsieur le Président. Comment est-ce que l'on s'inscrit ? Eh bien, il y a plusieurs façons de s'inscrire. Soit vous téléphonez à l'AUJF ouvert aux heures de bureau. Je vais vous rappeler le numéro de téléphone, 04 91 37 03 21. Vous pouvez vous retourner un carton d'invitation ou vous m'appelez au numéro de l'AUJF pour vous inscrire, mais vraiment, il n'y a aucun problème. Si vous voulez venir, vous trouverez toujours le moyen, par connaissance, par relation ou directement par nous, de vous inscrire, de faire une table et de nous dire avec qui vous voulez être assis. Voilà, on vous attend très très nombreux pour cette soirée qui s'annonce très prometteuse. Merci Monsieur le Président et rendez-vous pour le 11 février. Appel unifié Juifs de France. Dîner d'ouverture de la campagne 2015. Mercredi 11 février à 19h30 au Château des Fleurs. Un débat animé par Paul-Henriette Lévy, directrice d'antenne de RCJ, avec Frédéric Ancel, politologue, et Annette Lévy-Villard, journaliste et écrivain. Sur le thème « Heureux comme un juif en France », animation musicale assurée par le groupe Magic Gypsy. Dîner de collecte de l'Appel unifié Juifs de France. Mercredi 11 février à 19h30 au Château des Fleurs, 16 boulevard Michelet, Marseille 8e. Dîner Kasher Beddin, 60 € par personne ou 100 € par couple. Renseignements et réservations au 04 91 37 03 21 ou par mail x.nataf@aujf.org. Appel unifié Juifs de France, si proches les uns des autres. Ça change tout. Depuis tout petit, j'ai 3 amis, Duke, Basie et Louis. Vous avez compris. Le matin en me réveillant, le soir en me couchant, et même en dormant, je les entends en rêvant. Duke, Basie et Louis, c'est ça le paradis. Maintenant j'ai grandi et rien n'a changé. Duke,
Basie et Louis. Je les ai gardés. Ce soit en travaillant, ce soit au restaurant, et même en marchant, je suis avec eux tout le temps. Duke, Basie et Louis. Quelle bonne maladie. Duke, Basie, Louis. Henri Salvador qui partage avec nous son grand amour du jazz. Fin de la première partie de Ça change tout. Dans quelques minutes, les titres des informations. On se retrouve en deuxième partie pour continuer à parler de cette soirée d'ouverture de l'Appel unifié juif de France avec un des intervenants de la soirée, Frédéric Ancel, le politologue. Et puis un petit peu plus tard, nous retrouverons Charles Najman, réalisateur. Son film est sur les écrans cette semaine. Il s'appelle Pichipoy. Merci pour les titres de ces informations. On retrouvera le journal un petit peu plus tard sur l'antenne de la Radio Juive de Marseille. Deuxième partie de Ça change tout. Merci à ceux qui nous ont rejoints pour ce magazine proposé chaque semaine par le Fonds social juif unifié et l'Appel unifié juif de France. À venir dans quelques minutes, Frédéric Ancel, politologue, célèbre écrivain également, qui sera à Marseille le 11 février dans le cadre de la soirée d'ouverture de l'Appel. Il interviendra sur Heureux comme juif en France, avec un point d'interrogation. Nous lui avons posé la question. Et puis, en deuxième partie de ce magazine, nous retrouverons également Charles Najman. Pichipoy, c'est le nom d'un pays imaginaire, en tout cas dans la culture yiddish. C'est aussi le nom de son film. Nous lui avons demandé pourquoi.
Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la manière dont va le monde et vous serez à Marseille mercredi 11 février dans le cadre du dîner d'ouverture de campagne de l'appel unifié juif de France. Vous interviendrez sur un thème heureux comme juif en France et vous débattrez avec Annette Lévy-Villard. Évidemment, Frédéric Ancel, ce titre est avec un point d'interrogation. Oui, il est assez provocateur en ce moment, mais c'est pour ça qu'il faut y répondre, c'est pour ça qu'il faut en débattre. C'est une thématique qui intéresse absolument tout le monde, et notamment au sein de la UJF et des communautés de manière générale, bien entendu, et c'est quelque chose qui relève à la fois de l'identité et de la stratégie. L'identité, parce que la République, que devient-elle? Est-ce qu'elle est encore pérenne? Est-ce que on y a encore notre place en son sein et sans vivre dans des bunkers ou des ghettos? Donc ça, c'est très fondamental comme question. Et puis la stratégie de chacun, pour soi, pour ses enfants. Est-ce qu'il vaut mieux aller faire ses études ou pousser les enfants à faire ses études à l'étranger? Et étranger qui d'ailleurs est un mot très hypocrite, parce qu'en réalité, il n'y a que 2-3 pays dans le monde qui intéressent en termes d'études. Évidemment, les gens qui viendront nous écouter à la UJF, forcément. Voilà. Alors c'est des questions qu'il faut se poser. J'essaierai aussi de travailler un petit peu avec l'auditoire sur ce qui se passe dans le monde arabe, évidemment, dans le monde arabo-musulman de façon plus générale, et les risques, les menaces, les espoirs aussi, évidemment, qui proviennent de ces zones. Alors cette soirée du 11, c'est la soirée d'ouverture de campagne, de collecte de l'appel unifié juif de France, qui a pour objectif au fond de permettre à la communauté juive de financer un certain nombre de programmes, mais ça rentre aussi dans la catégorie stratégique dont vous parliez, c'est-à-dire comment cette communauté, à titre individuel et à titre collectif, est capable de se prendre en charge sur un certain nombre de sujets. Oui, absolument. Ça, c'est extrêmement fondamental. Ça concerne chacun. C'est chacun à la fois en individu et en collectif. Et puis l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc là, et je le répéterai avec beaucoup de force et de vigueur, on ne peut rien faire sans moyens, on ne peut rien faire sans solidarité. Une solidarité que je préfère d'ailleurs qualifier de fraternité, notamment dans les temps d'adversité, lorsque les choses sont compliquées, lorsque il faut combattre, alors politiquement, psychologiquement, diplomatiquement, bon, pas militairement pour nous autres ici évidemment, mais bref, lorsqu'il faut combattre, il faut exprimer vis-à-vis de chacun des membres de son propre camp, il faut exprimer de la solidarité, et ça passe par les moyens. Beaucoup trop de gens, et notamment de méchants, ils se reconnaîtront, considèrent que nous avons beaucoup d'argent, ce qui est profondément débile, et ce qui relève de vieux amalgames qui malheureusement tuent depuis quelques années, depuis quelques siècles bien évidemment, mais en particulier encore ces dernières années en France. Il faut lutter contre ça. Il faut absolument soutenir ceux qui sont dans le besoin. C'est vrai ici, c'est vrai outre-Méditerranée, et par conséquent, j'appellerai très vigoureusement moi-même, au moment de mon petit laïus géopolitique, à être extrêmement solidaire. Bon, on attend ça avec impatience. Vous ouvrez déjà un certain nombre de grandes questions que nous aurons l'occasion d'aborder ce mercredi 11 février, donc pour cette soirée dîner d'ouverture de campagne de l'appel unifié. On vous attend avec impatience au Château des Fleurs à Marseille. Ça fait longtemps qu'on vous a pas accueilli à Marseille, donc c'est toujours un grand plaisir. Merci Frédéric Ancel. Très gentil. Au plaisir. Au revoir. Plaisir. Sacado nunca el sombrero ni en un entierro. Ahora me voy arrastrando mansito. Cuando me llama, yo era un gran malevo. Ahora me lleva
Solo de pelar yo me convertí en tierna poesía y caí directo sin darme cuenta en su planeta. Ay, que tiene paz cuando sonríe y cuando canta, y tiene una guerra que se desata en gran batalla. Celosas de las estrellas, de todas ellas. Je me suis fait tout petit, je me suis fait tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, 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 Todos los sonámbulos y los magos me han confirmado que en su dulce abrazo yo moriría crucificado. Y aunque hay peor o hay mejor, ya no me importa, porque si en un abrazo hay que morir, que sea en sus brazos. De 18h30 à 19h30. Ça change tout. Xavier Nataf. Charles Nachman, bonjour. Bonjour. Pichipoy, pour ceux qui sont de culture yiddish, ça évoque un ailleurs. C'est le choix que vous avez fait pour ce titre. Oui, Pichipoy évoque en fait un pays qui n'existe pas, un pays imaginaire. Mais alors historiquement, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il semblerait, parce qu'on ne sait pas tout sur la genèse de ce nom, il semblerait que ce sont des déportés qui allaient de Drancy à Auschwitz dans les wagons à bestiaux, qui, devant l'atmosphère générale, évidemment, de sidération et de désespoir, certains commençaient à dire « mais ne vous inquiétez pas, nous allons à Pichipoy ». Non, qui n'existait pas avant, mais pour dire justement un pays où tout d'un coup l'espoir pouvait revenir. Depuis, le nom veut vraiment dire le pays où on va, le pays où on séjourne quand on a disparu. Alors le film, c'est un trajet, un trajet notamment réalisé par celui qui est l'acteur principal, le personnage principal de ce film, qui vient de perdre son père dans le film, un rescapé des camps de concentration, et qui, au fond, au moment de son enterrement, révèle une sorte de testament. Je voudrais que mes cendres retournent dans mon pays d'origine, en Pologne, ce qui évidemment, pour un déporté de la Shoah, et avec l'histoire compliquée des Juifs et de la Pologne, vient créer comme ça un certain mouvement. Vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous m'annonciez que le père réel de l'acteur Xavier Gallet
venait de décéder. Mais non, effectivement, le film part de là, puisqu'au début du film, toute la famille se retrouve au cimetière juif de Bagneux, que je connais hélas beaucoup. Et en effet, il y a une espèce d'incroyable surprise lorsque arrive le sorte de testament du père, disant qu'il voulait être enterré en Pologne, dans son pays d'origine. Mais il faut même dire surtout que à cela s'ajoute le fait qu'il demande à son autre fils, un fils qui a disparu depuis 2 ans, de ramener ses cendres justement en Pologne. Alors c'est ce double événement qui évidemment crée chez Julien Schulman, le personnage principal joué par Xavier Gallet, c'est ce double événement qui crée chez lui un choc fondamental et qui va l'amener à faire toutes sortes de choses, puisque lui-même est un humoriste. Et dans son spectacle qu'il a commencé, il commence à jouer les 3 personnes de la famille. Le film est très, très riche, il y a beaucoup de pistes à suivre. Il y a évidemment la question des relations familiales, entre le père et le fils, dans la fratrie, donc entre les frères. Il y a aussi cette question du rapport des Juifs à la Pologne, d'une certaine manière à Israël, sans trop dévoiler de votre film, Charles Najman. Il y a un mystérieux front des varsovistes qui déclarent qu'en fait, pour sauver les Juifs, il faut qu'ils reviennent dans leur terre, ce qui serait leur terre natale, c'est-à-dire la Pologne. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Europe, en tout cas, la présence juive en Pologne était écrasante, était énorme. Avant les événements qu'on a connus et qui ont fait la quasi-disparition des Juifs de Pologne. Le film, tout en étant une fiction, effectivement, a une réflexion tout de même sur l'identité juive, en posant la question suivante: est-ce qu'il peut y avoir encore aujourd'hui une identité juive indépendante d'Israël, indépendante de l'identité israélienne? Moi, je réponds oui. Mais malheureusement, il est vrai que tout ce que j'ai connu, même enfant, dans le monde, je dirais, ashkénaze, parce que, sans vouloir faire de séparation abusive, entre les ashkénazes et les séfarades, il y a un certain nombre de différences, ne serait que culturelles. Donc moi, je réponds oui, mais il est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui a fait l'identité juive européenne est en voie de disparition. Il faut arrêter d'être optimiste. L'histoire nous rend pour jamais très très optimiste, je ne le suis pas de ce point de vue-là. Néanmoins, c'est une affirmation personnelle. Il y a une identité juive qui n'est pas celle d'Israël. Ça ne signifie pas que le film soit anti-israélien, il ne s'agit pas de ça, c'est plus une question d'identité, plus une question culturelle. Et voilà, elle est fouillée à travers en particulier le thème de l'errance. Là, ce film est un voyage. Ce film est un voyage vers un pays qui n'existe pas. Moi, personnellement, parce que j'aime la poésie, parce que j'aime l'art et j'espère en faire, je suis beaucoup plus intéressé par les pays imaginaires, ceux qu'on crée, que par les États-nations tels qu'ils existent aujourd'hui, que ce soit Israël ou un autre d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout un voyage vers Pichipoy, donc le voyage de l'errance juive. Et dernière question qui est posée, et après je sens que vous voulez me couper la parole, c'est que est-ce que l'errance juive peut être vue comme une affirmation positive et pas seulement comme une affirmation négative en raison de l'histoire de la persécution? On pense évidemment à l'origine que l'errance juive vient de la persécution. C'est ainsi que s'est constituée la diaspora, on pourrait dire. Mais moi, je suis diasporique et je pense que l'errance peut être une errance joyeuse aujourd'hui. Et alors, toutes ces thèses, toutes ces manières d'être juif sont incarnées par différents personnages, le supersionniste, au contraire, ceux qui pensent que la racine même du judaïsme se trouve en Pologne, et notamment à Varsovie.
et même, d'une certaine manière, par des non-juifs qui souhaitent devenir juifs. Parce que ça aussi, c'est des personnages toujours très, très truculents dans votre film. Oui, oui. Non, alors d'une part, j'ai créé ce dit mouvement varsoviste qui n'existe pas à partir d'une idée qui m'a été donnée en lisant un de mes écrivains préférés, Philippe Roth, qui avait écrit Opération Shylock, il n'y avait pas l'idée varsoviste, mais il y avait l'idée diasporiste. Donc, je me suis un petit peu servi de ça. Par ailleurs, l'origine même de mon film, là où j'ai commencé à vouloir le faire, et ça date peut-être pas de Mathusalem, mais ça fait longtemps, c'est en apprenant que beaucoup de dits juifs russes, après la chute du communisme et la chute du mur, allant en Israël en raison de la loi du retour de l'Alia, donc, on s'est aperçu que pratiquement la moitié d'entre eux n'étaient pas juifs. Et venaient du coup en Israël pour bénéficier d'avantages matériels, substantiels. Alors je trouvais que c'était ironique et presque amusant dans l'absurde que des gens, ce qui n'était en général jamais arrivé dans l'histoire, que des gens veuillent devenir juifs, mais pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Le film est dans une ambiance quasi onirique. Assez rapidement, oui. On ne sait plus si c'est du rêve, si c'est une réalité, pour un dénouement qu'on ne dévoilera évidemment pas. Vous aimez bien ces ambiances-là. Hein. J'ai un souvenir assez précis. Il y a une vingtaine d'années, votre film La mémoire est-elle soluble dans l'eau, qui était déjà d'ailleurs un questionnement sur votre mère et le rapport à la Shoah. Il y a quelque chose autour de cette ambiance et du rêve. Absolument. Non, je ne peux pas dire mieux. Moi, je ne sais pas si c'est mon truc, si c'est mon style, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'aime me situer entre le réel et l'imaginaire, et même entre la fiction et le documentaire. Je dirais que le film le plus fiction que j'ai jamais fait, c'est justement le dernier. Mais néanmoins, dans le film, il y a ce principe d'incertitude sur la réalité, et il y a l'idée, non pas d'entrer dans un monde fantastique avec effets spéciaux, mais d'entrer dans un imaginaire tout en ballottant tout le long du film entre cette dimension et la réalité. Et ça, j'ai fait ça beaucoup. J'ai fait ça beaucoup en Haïti, qui est mon pays d'adoption, je dirais. C'est même, je dirais, là-bas, en Haïti, que j'ai redécouvert mon identité juive. Ce serait trop long d'en parler, mais enfin, c'est le cas. J'ai fait beaucoup de films là-bas, dont un film qui s'appelle Royal Bonbon, et qui fonctionnait exactement comme ça aussi, entre le réel et l'imaginaire. Donc, oui, c'est ce qui m'intéresse profondément. Peut-être aussi parce que j'aime que le spectateur, si les choses sont bien faites, ça c'est pas à moi d'en juger, j'aime que le spectateur ne sache jamais vraiment où il est. Parce que ça réclame, ça demande du coup non seulement une irruption dans le rêve, mais ça réclame une réflexion. Et très souvent, le milieu du cinéma, distributeur, producteur ou autre, aime prendre le spectateur pour un écolier, qu'on prend par la main et qu'on amène jusqu'à une fin rassurante. Moi, je ne suis pas là pour rassurer. Rêver, mais pas pour rassurer. C'est un film qui fait penser, ce qui est évidemment totalement différent. Et c'est pour ça qu'on le recommande ici. Dernière question, comment est-ce que vous avez travaillé avec vos acteurs? Comment vous les avez choisis? Alors, d'abord, il faut dire que c'est le premier film de fiction pour le cinéma que je fais avec des acteurs professionnels. Par exemple, le film dont je vous parlais, Royal Bonbon, a été fait avec un poète, journaliste, un peu dingo, avec des paysans, etc. Là, pour la première fois, c'est un film uniquement avec des acteurs professionnels. J'ai fait comment? Je suis parti évidemment du personnage principal qui est écrasant dans le film, Julien Schulman. Et en fait, je ne trouvais pas, parce que je me suis adressé à pas mal d'acteurs connus, puisque maintenant, pour faire des films, il semblerait qu'il faut avoir un acteur connu, sinon on ne fait pas les films. Et il semblerait aussi que les gens ne vous répondent pas, ne vous disent pas non.
mais ne vous disent pas oui. Donc j'ai attendu beaucoup, jusqu'au moment où la fille, Constance de Montois, qui s'occupait du casting, m'a mis sur la voie de Xavier Gallet, qui est surtout connu au théâtre, que j'ai vu dans un monologue, que j'ai trouvé absolument formidable. Non seulement formidable, mais que j'ai trouvé quelqu'un qui avait un sens très très fort du jeu, quelqu'un de très intelligent, je m'en suis rendu compte très vite quand j'ai parlé avec lui. À partir de lui, les autres acteurs sont venus, disons, plus naturellement. Mais il a surtout été question de trouver l'acteur pour jouer ce rôle, et je dois dire que je suis très admiratif de ce qu'il a fait, d'abord parce que pour des raisons financières, on n'a pas pu tourner dans la continuité, et vous le savez, quand on ne tourne pas dans la continuité pour un rôle aussi important, c'est extrêmement difficile, extrêmement fatigant, mais ce garçon, non seulement est très intelligent, mais a une immense concentration, et il est féroce, quoi. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut, dans le bon sens du terme. Et j'étais très complice avec lui, justement, pour ça. Les autres acteurs aussi ont été absolument formidables, mais bon, je ne peux pas peut-être tous les citer là, mais... On y croise Berroyer, on y croise Denis Lavant... Exactement, aussi, plusieurs acteurs assez connus. Aussi des acteurs un peu moins connus, comme Michel Moretti, qui pourtant qui est la mère donc, de Julien Schulman. Il y a aussi Serge Merlin, qui au théâtre... est extrêmement connu et qui joue le père, ou le fantôme du père, voilà. Enfin, il y a tous ces acteurs et je me suis vraiment, non seulement bien entendu, comme on dit en général avec ces acteurs, mais ça a été un vrai bonheur, quoi. Et ça se voit, donc le film s'appelle Pitchy Poi, c'est Charles Najman qui le signe et il est sur les écrans dès le début février. Merci. Merci beaucoup. אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שניים מי יודע, שניים אני יודע, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שלושה אני יודע, שלושה אני יודע, שלושה שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. אבא אני יודע, אבא אני יודע, אבא אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. חמישה אני יודע, חמישה אני יודע, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שישה אני יודע, שישה אני יודע, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שבעה אני יודע, שבעה אני יודע, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שמונה אני יודע, שמונה אני יודע, שמונה ימי מילה, שבעה ימי
שישה סדרי משנה, חמישה חושן תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שם השמיים ובארץ. Fin de Ça change tout, le magazine que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié, l'appel unifié juif de France. Je vous rappelle donc cette grande soirée d'ouverture de campagne de l'appel unifié 2015. Ça a lieu la semaine prochaine, le 11. Il est impératif de vous inscrire à l'avance en téléphonant au 04 91 37 40 57, le numéro de téléphone de la délégation AUJF FSJU. Merci à Christine Bartoli qui s'occupe des réseaux sociaux pour cette émission, Olivier Lovero qui a mixé tous les sons, c'est Marie qui l'a diffusé, Xavier Nataf est derrière le micro rouge et vous souhaite une bonne semaine. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.